Merci, Madame Courtat. C'est avec grand plaisir que je participe à cette table ronde sur la e-santé. Actuellement, l'Algérie vit quand même un grand mouvement, un mouvement exponentiel dans la transition numérique, comme en témoigne la forte implantation d'éthique dans la société et appuyée par l'intérêt majeur que manifeste la gouvernance à travers même le discours présidentiel et les nombreuses actions et projets gouvernementaux. Donc l'écosystème santé, lui aussi, va profiter de ce développement de cette numérisation et bien sûr, ne peut que se développer. Cette numérisation de la santé reste quand même un aspect sensible et complexe de par la nature du domaine lui-même, qui est impacté donc par la relation humaine, impacté par la maladie, la souffrance, la mort. Et donc, c'est un point quand même qui est au premier plan dans la relation médecin-malade et dans donc ce souci de numérisation, on doit quand même tenir compte de ce facteur à travers l'éthique et l'équité qui doit se manifester dans cette numérisation. Alors depuis la fin des années 90, début des années 2000, en Algérie comme dans le monde, il faut savoir que l'État algérien a adhéré au projet international de la révolution numérique et que l'intérêt quand même s'est porté initialement sur la télémédecine à travers de nombreux travaux de recherche dans les centres de recherche et dans les universités, à travers donc les téléconférences qui étaient organisées entre le Nord et le Sud, des téléconférences de télémédecine, des actions de mobile health dans la pratique médicale au quotidien. Et bien sûr, il y a eu régulièrement, il y avait les activités de régulation médicale, de la protection civile, du SAMU, des différents secours, donc qui rentrent dans le cadre de cette télémédecine. Bon, et c'est une télémédecine surtout asynchrone, c'est-à-dire que c'est pas le contact direct par l'intermédiaire d'éthique entre le médecin et le malade. Donc ça a commencé à se développer, mais la fin des années, si vous voulez, de 2016, la concrétisation était en cours, mais le développement se faisait quand même de façon lente, inadéquat par rapport à l'intérêt qui était quand même grandement perçu dans les milieux scientifiques et chez les décideurs. Et arrivé le Covid, donc, qui a quand même donné un coup de fouet et qui a permis donc de faire prendre grandement conscience et permettre aussi de développer de nombreuses activités, que ce soit ici en Algérie ou dans le monde, dans la e-santé ou dans la télémédecine. Et là, on peut, en ce qui concerne donc l'identification des politiques et usages de e-santé et télémédecine, donc on voit que ce soit au niveau de la gouvernance, de la recherche, il y a quand même des centres de recherche en Algérie qui se sont intéressés à la question et qui continuent aussi à s'y intéresser, comme le Centre de développement des technologies avancées, les centres de recherche, les universités, qui sont quand même des centres où il y a quand même la possibilité de développer toutes les potentialités donc, qui peuvent développer ces techniques. Sur le plan de la santé publique, il y a eu quand même le développement du réseau RTDZ qui permettait donc de connecter les hôpitaux du Nord et du Sud avec des plateformes qui ont été mises en place. Le dossier électronique qui est dans certaines institutions hospitalières, l'enseignement, l'assurance, quand même nous avons la carte IFA, le développement des start-up qui reste bien sûr à bien évaluer, les associations, il y a eu quand même la mise en place d'une société savante de télémédecine et de e-santé, une société scientifique dont le but est de promouvoir et de développer la télémédecine.
différentes associations qui se sont intéressées à la question et surtout la population à travers les médias sociaux, l'Internet, pour acquérir de l'autonomie et un pouvoir d'agir sur le plan santé. Et donc là, le numérique, quand même, il n'y a pas que la télémédecine, il y a bien sûr, il faut que les concepts soient clairs, bien définis. La télémédecine, ce sont les soins de santé qui sont donnés à distance. Donc il y a la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance. Il y a bien sûr les systèmes d'information qui concernent donc surtout les autorités sanitaires. Le dossier électronique du patient. Il ne faut pas omettre l'importance des réseaux sociaux santé, la santé connectée, et on en verra quand même avec les serious games, la réalité virtuelle, la stimulation, et là on aura quand même la possibilité, lors de cette table ronde, de voir un peu les progrès qui sont accomplis dans ce sens. Et puis le patient, quand même, grâce au développement de l'Internet, qui est quand même à cette capacité de participer, d'agir et qui développe une certaine autonomie dans sa prise en charge et à l'heure actuelle dont on doit absolument tenir compte. Et il y a bien sûr l'arrivée de l'intelligence artificielle qui a permis aussi de révolutionner, de changer beaucoup de choses. Mais tout cela doit être développé, effectué dans un cadre éthique, légal, réglementé, ça c'est très important, pour se mettre à l'abri de toutes les situations inconvenantes dans ce monde où les intérêts sont divergents. Et donc, il y a vraiment l'institutionnalisation de tout cela est très importante à considérer. Alors, des exemples pour vous montrer un peu les besoins et la volonté de vouloir développer ce type d'activité. Là, on voit professeur Hossein, qui est professeur en psychiatrie et qui est responsable d'un réseau psychiatrie addiction au niveau du CHU Annaba, et avec qui donc nous avons organisé à distance une séance sur l'intérêt de la télémédecine en psychiatrie et surtout en addictologie, afin de développer la téléconsultation dans ce domaine qui est quand même très important. Et c'est un réseau qui se développe, le numérique est en extension, il y a une grande volonté quand même de la part des praticiens eux-mêmes, donc qui participaient avec des moyens très simples, hein, mais c'est cette volonté qui est quand même le moteur essentiel, même si les moyens font défaut ou sont simples. Bien sûr, il y a des moyens très développés maintenant qui vont nous être exposés, mais est-ce qu'ils sont toujours à notre portée? Il y a quand même les ressources de la santé mobile, le e-health, qui est préconisé par l'OMS. Et donc là, il faut vraiment ne pas se priver de cette approche pour organiser, pour suivre, vous voyez, en toute sécurité, en toute confidentialité et en toute éthique. Alors, nous avons notre système de santé, notre écosystème, vous voyez, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, il y a quand même dans cet écosystème, il y a les réseaux sociaux qui sont très importants à considérer. Et en Algérie, on nous a donné les statistiques suivantes. Les utilisateurs des réseaux sociaux, c'est 23,95 millions dans la population, ce qui représente 52,9% de la population. Et donc, c'est quand même une source, un secteur qui vraiment pourrait profiter grandement à cette e-santé. Et là, par exemple, il y a un exemple, donc la e-santé dans la prise en charge des maladies rares, vous voyez, qui sont un gros problème de santé publique. Et là, à travers le mouvement associatif, les réseaux sociaux qui existent en Algérie, vous voyez, on peut déjà trouver, en analysant ce qu'ils font, l'appel de ces associations, des professionnels qui sont attachés à ces associations, et depuis de nombreuses années, pour développer un plan national, des centres de soins spécifiques, un registre national des maladies rares, développer des... Et donc, vraiment, on trouve
ce dont ont réellement besoin pour leur prise en charge ces patients, leurs cris de détresse, la nécessité d'organiser le parcours de soins, d'accéder aux médicaments innovants, et donc la nécessité d'agir et de réaliser ce qu'il faut pour sortir de la rareté et de l'isolement. Donc à travers les réseaux sociaux, là, une action de notre ministère, vous voyez, concernant l'autisme, qui ont mis en place un site d'information et de ressources sur l'autisme en Algérie. C'est très informatif, ça vous permet de voir ce qui se passe. Actuellement, la prévention donc, a été ces jours-ci un grand sujet d'actualité pour agir, pour sensibiliser la population et faire participer la société civile. Et les réseaux sociaux, vous voyez, tels que je vous les ai présentés, avec ces connexions qui sont quand même très importantes, sont vraiment une voie qui permet quand même grâce avec l'Internet, le mobile, les médias sociaux, de bien pénétrer ce domaine médical qui est celui de la prévention, qu'elle soit primaire ou secondaire, à travers l'éducation sanitaire, pour agir sur les fléaux de santé dans la société, le tabac, l'addiction, etc. Et donc, mais ça demande quand même une stratégie et surtout de développer des applications. Mais développer des applications, ce n'est ni du bénévolat, ni de l'amateurisme. C'est un professionnalisme, ce sont des professions, ce sont des professionnels, des métiers, des nouveaux métiers réglementés, avec bien sûr toute la technologie, tout le financement qu'il faut, et la mise en place de stratégies adéquates pour pouvoir cibler ce qui doit être fait. Et là, justement, il y a une grande... la place des start-up qui est en train de se développer, ce concept se développe et est en train de s'institutionnaliser dans notre pays pour apporter des solutions innovantes, et donc ça va être développé encore par la suite. Et il est intéressant de voir dans notre écosystème quelles sont, dans le domaine de la santé, ces start-up, en faire une cartographie, vous voyez, pour pouvoir établir en vue de validation et d'implantation, et de bien identifier les domaines dans lesquels ils doivent intervenir, comme la prévention, l'aide au diagnostic, les services aux patients, etc., etc. Mais pour cela, c'est de l'investissement, c'est de la finance, c'est de l'accompagnement. Ça demande quand même une logistique très particulière et très adaptée. Donc la digitalisation de la santé en Algérie, la volonté y est à tous les niveaux. Les prérequis se mettent en place. Il y a quand même de nombreuses barrières encore à lever. Elles sont peut-être en train d'être levées. Et ça doit se faire, bien sûr, selon un certain nombre de principes. Les barrières d'ordre divers pour surmonter, à lever, pour surmonter les défis et corriger les dysfonctionnements. La conjoncture actuellement dans notre pays est très favorable. Il reste bien sûr des règlements à adapter. La technologie se développe et le témoin, c'est cette journée d'aujourd'hui où nous sommes présents. Vous voyez, donc concernant les différents aspects connus des spécialistes dans ce domaine. La finance, bien sûr, c'est très important, c'est le nerf de la guerre. Et il y a bien sûr les barrières humaines, psychologiques, du comportement qui doivent être absolument aussi levées, vous voyez, grâce aux ressources humaines, leurs valeurs, leurs aptitudes, leurs compétences et surtout leur éthique. L'éthique qui est absolument indispensable pour générer la confiance et l'éthique qui concerne tout le monde. Alors bien sûr, quand on fait de la télémédecine, il faut savoir que la télémédecine a les mêmes obligations sur le plan éthique que la médecine classique. Le patient doit être informé, le secret médical doit être maintenu, respecter les protocoles, vérifier la compétence des intervenants, l'archivage sécurisé et la confidentialité du dossier qui est très importante. Et cette éthique concerne aussi les personnels non médicaux qui vont utiliser les technologies et qui vont avoir accès à la confidentialité du dossier et des données personnelles des patients,
avec tout ce qui s'est développé à l'heure actuelle comme atteinte à la sécurité, au piratage, les malwares, etc. Donc, bon, là, il y a quand même des règlements sur lesquels on doit s'appuyer pour pouvoir régler ce problème d'éthique et surtout de sécurité. Et donc, à l'heure actuelle, il faut absolument saisir ces opportunités du numérique pour digitaliser la santé dans notre pays, selon une stratégie, bien sûr, bien établie. De nombreuses contraintes sont en train d'être levées. Nous attendons beaucoup quand même de l'institutionnalisation de cette digitalisation, en particulier à travers une agence qui devrait quand même, ou une structure institutionnelle qui devrait quand même piloter toutes ces actions et établir un programme pour cette transformation digitale de la santé et faire une approche stratégique par étapes. Réussir cette transformation est à notre portée, à condition, bien sûr, d'une stratégie nationale et surtout d'une formation énergique des ressources humaines, avec, bien sûr, toutes les possibilités et lever toutes ces barrières auxquelles j'ai fait référence tout à l'heure, et merci pour votre attention. Merci, professeur Sari, pour votre excellente communication et pour le respect du temps imparti. Franchement, 15 minutes, bravo. Donc la parole est au professeur Mansouri El Hadia qui va nous parler un peu de l'amélioration de la qualité et de l'accès aux soins, donc la digitalisation et la numérisation. Merci, professeur. Donc, bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cadre plus macroscopique qui est l'apport de la numérisation, plus précisément celle du circuit et des technologies de santé dans l'amélioration de la qualité et de l'accès aux soins. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'on va contextualiser les choses. 2 ans après la pandémie, notre gouvernement s'engage via les plus hautes autorités à améliorer ce système sanitaire, notamment à travers l'engagement numéro 45 qui vise à garantir à tous les citoyens un accès à des soins de santé performants et de qualité par le renforcement de la part du PIB qui est consacré à la santé. Et nous avons vu que le secteur de la santé a mené plusieurs actions, bien évidemment, dans le but de satisfaire les besoins en matière de soins, d'améliorer la prise en charge, d'avoir une utilisation efficiente des ressources, parce que c'est quelque chose qui nous bloque, et surtout de bien gérer les technologies de santé au sens le plus large. Et aujourd'hui, nous avons une feuille de route qui s'intitule « Plan d'action pour le malade » et qui s'articule autour de 7 axes, notamment l'accessibilité aux prestations de santé dans les établissements de santé, la prévention et les services médicaux, et tous les autres aux axes, et c'est surtout les 2 premiers dans lesquels va intervenir la partie numérisation ou digitalisation des systèmes de soins. Donc c'est une feuille de route qui contient 7 axes, 29 objectifs et 140 actions. Et elle a été l'appel à l'action du secteur de la santé sous un slogan « Tous concernés », c'est-à-dire y compris tous les professionnels, tous les acteurs de ce système doivent collaborer pour pouvoir atteindre les objectifs qui se sont tracés. Donc, une autre lecture de cette feuille de route qui est très opérationnelle, au fait, il s'agirait d'améliorer les résultats sanitaires pour améliorer la qualité des soins. Nous avons commencé d'abord par partager les enseignements tirés, notamment ceux de la période qu'on a vécue pendant la crise, et surtout d'intégrer des mécanismes de contrôle de la qualité au cœur du système de soins. Et c'est une feuille de route, si vous l'analysez bien, elle se base sur 5 fondements qui sont très primordiaux pour chaque système de soins, à savoir le personnel, les établissements et surtout les technologies de santé et les systèmes informatiques, bien évidemment, et on a le financement comme 5e composante. Donc, bien que la qualité soit un concept, on va dire, un peu, on va dire, pas très obligatoire dans d'autres secteurs, lorsqu'il s'agit du domaine de la santé, c'est quelque chose de primordial. Donc, l'OMS définit la qualité des soins comme étant le fait de garantir aux patients, bien évidemment, un assortissement de soins au meilleur coût pour un même résultat, en moindre risque et pour sa plus grande satisfaction. Et un système de soins de qualité, un système qui est efficace, sûr, efficient,
qui propose un accès équitable et surtout qui est réactif. Et ça, on l'a vu, l'importance de la réactivité pendant la pandémie. Et pourquoi la qualité des soins? Ce n'est pas quelque chose d'optionnel, parce que c'est ce qui va nous permettre d'arriver à cette couverture sanitaire universelle. Et surtout, il faut savoir que 15% de la mortalité mondiale est attribuable chaque année à des soins de santé de mauvaise qualité. Il en est de même pour les effets indésirables qui pourraient résulter de soins de santé précaires, qui reste l'une des 10 principales causes de décès et d'invalidité dans le monde. Et bien évidemment, lorsque nous avons un système qui ne prodigue pas des soins de qualité, cela va altérer la confiance qu'a les patients en son système de soins. Bien évidemment, si on voit, là l'image n'apparaît pas, les différents fondements pour arriver à un système de soins de qualité, on va retrouver la gestion des technologies de santé qui est au cours des différents axes. Et une technologie de santé, cela a été défini par l'OMS comme étant toute intervention qui pourrait résoudre un problème de santé et améliorer la qualité de vie. Et je pense que ça reste quand même un défi pour le système de soins algérien. Donc c'est tout ce qui est dispositif médical, médicaments, vaccins, techniques de soins, etc. Et lors de la 60e Assemblée mondiale de l'Organisation mondiale de la santé, il a été souligné la nécessité d'établir des priorités de la sélection et de la gestion des technologies de santé afin de réduire le gaspillage des ressources. Et bien évidemment, il était essentiel de définir une stratégie et de développer des systèmes pour évaluer, planifier, acquérir et gérer ces technologies de santé qui permettent d'améliorer l'accès aux soins et l'accès aux patients d'une façon générale. Et c'est là où va intervenir la digitalisation du soin ou la numérisation dans le secteur de la santé. Donc ça, c'est un schéma qui résume toutes les étapes qui sont nécessaires à la gestion d'une technologie de soins. Et ce qui nous intéresse, nous, ça va être cette partie qui va relier les étapes de gestion, relier la politique, le système réglementaire et les différentes parties prenantes à cette gestion. Donc bien évidemment, la virtualisation des systèmes de soins s'est accélérée après la pandémie, comme a dit notre maître dans la première conférence. Et la pandémie a mis quand même à nu le retard qu'a pris même les pays les plus développés en matière de e-santé. Et du coup, nous avons vu une forte demande en solutions numériques pendant la pandémie, une accélération de la digitalisation des parcours de soins par l'utilisation du dossier pharmaceutique, la généralisation du DMP, les ordonnances électroniques et la dématérialisation des différents liens, notamment entre les caisses d'assurance et le système de soins. Et même en matière de recherche, si on va rechercher sur les plus grandes bases de données, notamment PubMed, Health Digitalization, vous allez voir que le nombre de publications a augmenté autour de la période de la pandémie. Il ne fait que croître parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est incontournable. Et bien évidemment, il reste des défis à lever lorsqu'on va numériser un système de soins. Vous allez voir que c'est quelque chose qui est particulier et qui est différent des autres secteurs. Notamment, il faudra changer les modèles de soins et se concentrer sur des approches numériques de la santé de la population, qui est un paradigme à part entière. Il faudra éliminer les barrières culturelles et mentales, et c'est quelque chose de très important, vu que les professionnels devront s'approprier ces nouvelles façons de travailler. Il faudra aplanir les goulons d'étranglement, notamment sur le plan réglementaire et politique, et vous allez voir qu'en matière de technologie de santé, c'est un volet qui est fortement réglementé. Du coup, il faudra numériser, mais faire attention à respecter, à être en cohérence avec le cadre réglementaire, relever les défis techniques, notamment en matière d'interopérabilité et surtout de sécurité des données, où on a vu récemment il y a eu beaucoup de cyberattaques sur des bases de données très importantes, notamment en Europe, et surtout d'aligner les incitations entre les différentes parties. Ou bien évidemment, en matière de numérisation, les attentes des différentes parties sont différentes. Si par exemple le régulateur attend une sécurité, une efficacité à travers la numérisation d'un parcours de soins, le patient, ça va être il est plus intéressé par l'expérience d'utilisateur et les bienfaits qui sont perçus pour sa santé. Donc, je vais vous parler de notre vision et de notre feuille de route en tant que secteur sur 2 technologies de santé primordiales. D'abord, le produit pharmaceutique, afin d'aboutir à un usage rationnel des produits de santé.
Et ici, les enjeux majoritaires, c'est bien évidemment d'améliorer l'accès aux médicaments et aux vaccins essentiels d'une façon générale et surtout de développer un système d'information qui va nous permettre de bien gérer ces technologies de santé, notamment dans les 2 premières phases de gestion, c'est-à-dire l'identification des besoins et la planification des approvisionnements. Notre stratégie, bien évidemment, s'appuie sur 2 volets. Ça va être de mettre en place et de mettre à disposition les fonds nécessaires pour acquérir. Il faudra trouver des solutions innovantes pour le financement. Et en matière de procédure, bien évidemment, cela doit être transcrit sur des textes réglementaires. Nous essayons de numériser ce parcours de soins. Donc, toujours pour ces 2 étapes, donc nous avons d'abord un cadre réglementaire qui est en train d'être mis en place et des goulots d'étranglement qui vont essayer d'évaluer et d'aider à la planification au niveau central. Donc, il y a d'abord une partie de décentralisation de cette décision. Et je vous dis bien évidemment, juste une petite parenthèse, qu'un payeur agit toujours comme un gardien de l'accès au marché. On a parlé de l'innovation thérapeutique et vous allez voir comment la numérisation va pouvoir nous aider à améliorer l'accès au marché et du coup l'accès aux patients. Donc notre objectif, c'est de numériser carrément le circuit du produit pharmaceutique et du dispositif médical, en passant par l'Institut Pasteur d'Algérie pour ce qui est des vaccins, pour la pharmacie centrale des hôpitaux et des pharmacies hospitalières pour ce qui est du circuit de ces produits au niveau hospitalier. Et enfin, au niveau du marché de ville, c'est-à-dire au niveau des pharmacies d'officine, avec une solution qui va proposer différents volets et différentes fonctionnalités. Bien évidemment, les besoins ciblés, c'était d'abord d'estimer plus précisément les besoins pour chaque établissement de soins, c'est-à-dire pour chaque patient, et surtout d'introduire des outils d'aide à la décision qui vont nous permettre de prioriser nos besoins et nos accès à ce produit. Nous avons commencé par mettre en place ce qu'on appelle le banc de commande électronique afin d'améliorer les approvisionnements et de pallier aux différentes tensions et ruptures qui ont été ressenties au niveau de nos établissements de santé. Et nous devons mettre en place aujourd'hui un système qui nous permettra de faire un suivi en temps réel du flux de ces produits. Donc, bien évidemment, les objectifs restent l'amélioration de la gestion et de la disponibilité de ces produits de santé, d'améliorer le processus d'approvisionnement, notamment des établissements via leur fournisseur Gold, qui est la pharmacie centrale des hôpitaux, d'assurer un suivi de commandes et surtout d'harmoniser les procédures de travail entre les différents professionnels de santé qui gèrent ce produit pharmaceutique et ce dispositif médical. Donc la méthodologie a été de mettre en place un groupe de travail